Donc bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je reçois à nouveau Madame Jacou, avocate en retraite, et aujourd'hui, on va parler un peu, en une trentaine de minutes, du statut du fermage, avec toutes ses complexités. Donc Madame Jacou, je vous laisse la parole. Bah, écoutez, je vais pas évidemment faire un cours magistral sur le statut du fermage. C'est assez pesant et roboratif, même si en fin de compte, il tient sur quelques articles de code rural, hein. C'est pas grand-chose. Le principe, enfin, c'est pas grand-chose. C'est très important, évidemment, pour l'agriculture et pour le support du foncier. Il date de 60 ans quand même, hein. Et il réglemente tous les rapports propriétaires et locataires depuis 60 ans. De mon point de vue, de mon point de vue. Il est arrivé en bout de course parce qu'il est coincé dans des réglementations complètement contradictoires par rapport à la réglementation des structures, ce qu'on appelait cumul dans ma jeunesse, n'est-ce pas? Très lointaine, évidemment. Donc, il est complètement contradictoire avec des règles des structures, avec le comportement de certaines des TTM qui font absolument n'importe quoi, de mon point de vue. Et il est également complètement contradictoire avec les DPB et tout le système Europe. Tout ça, ça s'est télescopé, mais ça n'a jamais été réaménagé, si vous voulez. On est resté sur le statut du fermage de 1900, applicable depuis 1946, hein, première récolte 47, qui est d'ordre public, ce qui est important, c'est-à-dire qu'on peut raconter n'importe quoi dans un contrat entre propriétaire et locataire. De toute façon, on sera remis dans le statut du fermage d'office, ce qui s'appelle une règle d'ordre public. On ne peut pas convenir du contraire, si vous voulez. Voilà. Donc, il est applicable, il était basé bien sûr sur l'idée tout à fait estimable de l'après-guerre qu'il fallait donner aux agriculteurs qui Oui. avaient besoin de se reconstruire l'agriculture, comme tout le monde le sait, une base sur le foncier très, très solide, et issu en plus de tous les traumatismes des métayages du Grand Ouest, de rapports pas forcément équilibrés, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, donc si vous voulez, il fallait tout ça. C'était une question de modernisme. Malheureusement, ou heureusement, comme on veut, en 60 ans, le monde a bien changé, en particulier l'agriculture. Donc, il a fait son office, nous a permis de créer des exploitations viables avec des gens qui, jusqu'à temps qu'on enifisse le bazar, comme c'est le cas actuellement, pouvaient vivre de cette profession et dignement et prendre des initiatives, avoir enfin voilà, tout ce qu'on sait. Mais il est maintenant en contradiction, donc, comme je vous dis, avec les règlements qui sont appliqués sur les structures et sur les DPB, à appliquer de plus en plus n'importe comment, d'une part. Et deuxièmement, il est en contradiction complète avec le besoin qu'ont les agriculteurs de faire financer du foncier, de se forger un avenir par rapport au foncier. Et il vient se télescoper, de mon point de vue encore, dans un sujet qu'on abordera peut-être à une autre occasion, qui est le fameux portage du foncier, vous savez, la financiarisation du foncier, enfin. On nous rebat les oreilles de tout ça, sujet qui a largement besoin d'un éclaircissement national et surtout un éclaircissement professionnel. Parce que là encore, les syndicats, la FNSEA en tête, mais Oui. pas que, viennent en contradiction complète entre le fait de surprotéger le fermier au titre du statut du fermage, c'est quand même globalement le fermier qui a le plus de droits, ce que personnellement ne me dérange pas du tout, Oui. mais évidemment est dissuasif par rapport au portage foncier, parce que les gens qui investissent dans l'industrie, dans le commerce, ils se font pas réglementer les rapports qu'ils ont avec l'entreprise qu'ils financent de la même manière que les propriétaires peuvent le faire avec les agriculteurs et le statut du fermage. D'autant que, on le répète en boucle, il y a, je n'ai pas vérifié les chiffres, vous vous en doutez, mais 4 millions de petits propriétaires fonciers, Oui. dont l'essentiel, c'est des tout petits propriétaires, Oui. 5, 6, 10 hectares. Oui, oui, c'est ça. Et assez âgés, pas du tout envie enfin, pas les moyens, ni intellectuels, ni financiers, ni rien du tout de se défendre. Il y a des syndicats représentatifs, mais qui les consolent et qui les soutiennent individuellement, mais qui ne portent pas de réforme foncière Non. importante. Voilà, Non. le cadre général. Oui, effectivement, il y a un peu plus de 4 millions de propriétaires. Il y a 60% des terres qui appartiennent à des petits propriétaires et 40% qui appartiennent aux agriculteurs sous forme d'emprunt ou parfois à des sociétés, à des GEC ou à des OARN. Et des investisseurs autres, type Crédit Agricole ou le groupe AXA, il y en a, mais ça représente pas beaucoup tant d'hectares que ça au niveau du territoire. Alors, la question, c'est qu'aujourd'hui, vous allez me dire si je me trompe, il existe le bail de 9 ans reconductible, le bail de 18 ans, le bail de 25 ans. Comment réinventer un statut adapté aujourd'hui à l'agriculture de 2026 qui apporte une stabilité au chef d'entreprise, l'agriculteur, qui va investir parfois sur 25-30 ans, qui va drainer, qui va monter l'irrigation, qui va investir dans des bâtiments agricoles.
Donc, comment apporter cette stabilité et comment trouver des nouveaux investisseurs? Je pense notamment au livret A. Les gens qui placent l'argent dans le livret A, on pourrait rémunérer le double du livret A, où les gens investiraient dans du foncier, ils feraient un placement dans du foncier. Par contre, c'est vrai que s'ils sont attachés par le statut du fermage, le fils reprenant la suite, quelque part, ils sont attachés pendant 50 ans, même 100 Absolument. ans. Donc, comment répondre à cette contradiction? Eh ben moi, je ne sais pas. J'ai cherché, croyez-moi, mais quand même, comme tout le monde, hein. Mais je ne sais pas, parce que ça passe avant tout par un dialogue professionnel, comme des intérêts politiques, si vous voulez, hein, tout simplement. Bien sûr, donc il faut trouver des transactions, des compromis, tout ce qu'on veut. Et je ne fais pas une fixette, mais on en revient toujours à la FNSEA, qui porte, comme vous le savez, les discussions sur tous les sujets, notamment sur le statut de fermage, et qui a la prétention, qui est historiquement la source de mes discussions en interne, qui porte la prétention de défendre à la fois les propriétaires par une section des propriétaires et les Oui, fermiers par une section des fermiers. oui, Alors, je suis avocat de métier, comme vous me l'avez précisé. Moi, je ne sais pas défendre une partie et son contraire, si vous voulez. Pour effectuer une défense, c'est pas pour ça qu'on n'est pas ouvert au dialogue avec la partie adverse. Mais quand vous ne savez pas de quel côté de la rue vous habitez, ben, il y a quand même un souci pour arriver à trouver des solutions efficaces. Et j'ai assisté à un certain nombre de congrès. Moi, j'ai passé toute ma jeunesse à la FNSEA. J'ai été formé techniquement à la section de l'agriculture de groupe, c'est pour ça que je suis hyper spécialisé en société agricole. J'étais déjà avocat, mais à l'époque, on faisait des stages qui n'étaient pas formalisés, pas rémunérés. J'étais là pendant 30 ans, sans qu'on sache très bien pourquoi, mais enfin, j'étais là. Enfin, moi, si je savais intellectuellement, mais je veux dire, sans statut. Donc, j'ai assisté évidemment à de nombreux congrès, etc., réunions, tout ce que vous voulez. Je me m'étais quasiment intégré à la section des propriétaires, qui à l'époque s'appelait la section des bailleurs. Et j'ai essayé d'obtenir des discussions. À l'époque, j'étais encore avocat. C'était au milieu des années 90. On me repassait toujours des stagiaires de l'IDREA, vous savez, l'école d'agriculture que j'ai faite moi-même du reste, qui forment les conseillers techniques, etc., enfin, juridiques, comptables, etc., fiscaux agricoles. Et j'avais des stagiaires, donc pour un peu animer tout ça, j'avais créé un groupe de travail dit informel sur la réforme du statut du fermage. C'était début des années 90, c'était à Paris. Venaient à ce groupe les bailleurs, enfin, à l'époque ça s'appelait bailleurs, donc de la FNSEA, puis et les fermiers de la FNSEA toujours, le ministère, les chambres d'agriculture et les JA. Voilà. Le ministère venait en loose day, c'était pas Patrick Gervaiseau que vous avez peut-être connu, enfin que moi j'ai très bien connu en tout cas, qui était responsable des structures au ministère. Et pardonnez-moi de ce raccourci, on a bien rigolé, mais on n'a absolument fait avancer non, rien. non, Voilà. Bon. non. Parce qu'il y a ce blocage permanent. Et il y a, en plus, par rapport, vous citiez le nom ce blocage que chacun défend son intérêt, parfaitement légitime des deux côtés. Ça, c'est pas le problème, hein, du tout. Je n'ai aucune valeur morale, les deux ont besoin d'être protégés. Mais aggravé, si je puis dire, par le fait que quand vous citez le pourcentage de surface louée, on mélange toujours ce qui est loué, comme vous le faisiez remarquer, mais je permets d'insister, ce qui est loué à des tiers, Bien à sûr, qui vous avez intérêt parfois divergent, hein, souvent même divergent, et ce qui est loué à soi-même. C'est-à-dire qu'entre dans les chiffres des terres en fermage donnés par les syndicats, tous les gens qui louent à un GFA familial. tout à fait. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'occasion d'acheter des terres, ils ont des enfants, mais ils font comme on fait tous, ils créent un GFA et puis qui prend la bail et puis qui donne la bail à un des enfants. Ce qui est évidemment une source d'inégalité successorale, mais ce n'est pas notre débat aujourd'hui. Donc, pour protéger l'enfant, pour à la fois consolider juridiquement le patrimoine personnel et protéger l'enfant qui s'installerait, on crée un GFA familial qui donne un bail à soi, puis après à l'enfant. C'est très bien. Seulement, ça n'a rien à voir, si vous voulez, ça a plus à voir du droit des successions et des transmissions des exploitations Oui, en interne que des rapports propriétaires-locataires en statut du fermage. tout à fait. Voilà. Alors, donc, si vous voulez, tant qu'on n'aura pas éclairci tout ça, savoir encore, comme je disais tout à l'heure, de quel côté de la rue on habite, bon, il y aura un problème. On peut créer toutes les structures de portage foncier, de financement foncier extérieur à la famille, j'insiste pour la cinquième fois sur ce sujet, que l'on veut. Juridiquement, les moyens ne manquent pas, hein, les GFA, Non. les SCI, on peut créer des systèmes mixtes, etc. Ça, c'est pas un problème. Ils existent du reste, les systèmes mixtes, parce on peut faire un GFA qui tient autre chose que les terres Il agricoles. y a Ça des s'applique. GFA, il y a des GFR. Oui, voilà, exactement. Le GFR est très bien, enfin, si on veut tout mettre. Ça, c'est pas du tout vraiment le souci. Mais en revanche, le souci, c'est la même chose sur laquelle on travaillait avec certains copains il y a 40 ans, c'est-à-dire la liquidité de ces parts.
Vous dites on pourrait faire des sociétés qui investiraient, Oui, publiques qui investiraient. D'accord, mais on en fait quoi des parts sociales? c'est ça. Et toutes les structures de portage foncier, j'oublie les financements de Chine, etc., que viennent chercher, comme encore une fois, les SAFER vont chercher les Chinois pour qu'ils investissent dans la viticulture. Mais ça, c'est un autre débat. Mais oublions tout ça, hein, parce que comme vous le disiez, le financement purement financier est très marginal, hein, ça, c'est vraiment rien du Très tout. marginal. Voilà, bon. Donc ça, si vous voulez, c'est pas vraiment le souci. Mais le souci, c'est que quand vous investissez, si vous investissez dans un plan d'épargne de logement, enfin, je suis pas du tout compétente, mais un plan d'épargne ou, je sais pas, ou en Oui, bourse, le jour où vous avez besoin de vos sous, vous revendez. Parce c'est ça qu'après, la question que je vous posais. et on n'arrive pas, on a Non, cherché, ben non, on n'arrive pas à créer un marché sur les parts c'est Alors, j'avais ça. proposé alors, je discute bien sûr hein, avec des gens. Alors, moi-même, je suis encore gérante euh, non associée de 18 GFA de ce type. Le portefeuille de la BNP qu'elle avait créé il y a 40 ans, sentant qu'elle était un peu arrivée au bout de sa démarche, si vous voulez, que les GFA, les gens voulaient vendre, etc., avaient vieilli, voire étaient morts, et les héritiers voulaient vendre. Donc, j'en ai géré jusqu'à 18. J'en ai vendu une bonne partie, il me reste encore 5 ou 6. Voilà. Donc, je sais ce que c'est sur le terrain. Et ça fait 40 ans, j'ai travaillé avec un notaire qui était très connu au monde agricole il y a 45 ans, qui s'appelait René Goujon, et qui est décédé maintenant malheureusement, un notaire du Sud-Ouest. Et il me disait, on va créer la rareté en faisant des pubs, en disant, vous pouvez acheter qu'une part sociale. Comme ça, les gens, avec les semaines de rareté, bon, c'était pour rigoler évidemment, c'était il y a 45 ans. Et on n'a pas avancé d'un millimètre. J'ai posé la question, parce que moi, ce sont des sociétés créées par les banques que j'ai pour mission de débarrasser, etc. Bon, j'ai pas ce problème. Enfin, j'y m'est arrivé d'en revendre en viticole à des gens que j'allais chercher chez les gestionnaires de patrimoine, etc. Parce que pour vendre des parts et les mettre comme ça sur le marché, il faut une carte professionnelle hein, de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, que je n'ai pas, c'est pas mon métier. Donc je passais par des notaires ou des gestionnaires de patrimoine, tout simplement. Et donc ça m'est arrivé quelques fois. Mais c'est hyper marginal, c'est pareil. Il n'y a pas de marché. Et alors, on nous vend, on essaie de nous vendre. J'en connais deux, j'en souviens entre guillemets particulièrement deux. Une évidemment qui me convient pas parce qu'elle est liée aux SAFER, c'est Terrafine. En même temps, C'est raffine, oui. voilà, c'est une coopérative de financement solidaire. Bon. Alors, je ne sais plus quel responsable, c'était celui de la Normandie, qui va bien m'excuser s'il écoute ça, c'est parce que j'ai complètement oublié son nom il y a un bon moment, c'est un jeune. Je lui dis, mais voilà, je discute pas les prix, les machins, je ne connais pas les prix à travers la France, hein, bon. Puis les situations. Les gens, généralement, investissaient, d'après ce qu'ils m'en disaient, sous réserve que j'ai une mauvaise mémoire, genre 2 ou 3 000 euros. Je dis d'accord. Mais le jour où la personne a besoin de ces 2 ou 3 000, c'est pas des grosses fortunes C'est qu'investit ça, là-dedans. c'est ça. Le jour où il a besoin de ces 2 000 euros pour faire autre chose, qu'est-ce que vous faites? Ah, il me dit, on n'arrive pas à les revendre. Ben, je vais vous Non. proposer quoi? Parce que dans ce cas-là, la société, il y a peut y avoir dans les statuts des obligations de racheter, si vous voulez. Bon. Oui, Ah, la société peut devoir racheter, dire oh, bah, l'associé, moi je l'ai fait dans des GFA où l'épargne n'avait plus de valeur pour des raisons autres. La société peut proposer à l'associé de se retirer, donc auquel cas, si elle accepte son retrait, elle est obligée de racheter. Ah, il me dit on leur propose d'abandonner leur part et d'abandonner leurs droits. Vous parlez d'une solution moralement et financièrement porteuse pour les associés. Je ne discute pas de la bonne foi de tout ça. Tous ces gens qui démarrent sont de bonne foi. Alors, il fleurit des milliards, non, faut pas exagérer, des non, myriades, pardon, de sociétés, vous savez, privées, qui se oui. lancent là-dedans, le portage foncier, on envoie des pubs, etc., tout le temps, et tout ça. Mais ils ne s'occupent pas une seconde de ce qui va se passer. Non, mais ce qu'il faudrait, c'est que il faudra de toute façon du portage du foncier, il faudra des investissements, des investisseurs extérieurs, on n'aura pas le choix. Ce qu'il faut, c'est trouver une formule qu'au bout de 5 ans, 7 ans, ou 10 ans, ou 12 ans, il puisse revendre s'il veut vendre et qu'un autre prenne le relais. Moi, je pense on peut mettre des choses en place. Après, ceux qui disent on va se faire acheter par BlackRock ou Bill Gates, ces gens-là, bon, ils fabulent un peu. Parce Un que peu, quand oui. on regarde les fermages en France, ils vont de zéro, j'ai bien dit zéro. Il y C'est a pas des beaucoup, endroits ça, dans ma oui. région, pas que dans ma région, les gens laissent juste pour l'entretien. Le Oui, propriétaire paye les impôts fonciers, il mange de l'argent. Je dis bien, ça va de zéro. Bon, il y a des fermages à 70 euros, j'en connais, 100 euros, 150, jusqu'à 250. Je vois pas Bill Gates, BlackRock ou Elon Musk investir dans du foncier pour récupérer 120 euros de fermage.
Bon. faut arrêter de délirer. Donc Pour récupérer déjà 10 le hectares de retour, prairies dans le Maine-et-Loire, oui, voilà, non. déjà le retour sur investissement est très faible. Et je pense qu'on aura besoin d'une réforme et que la FNSEA qui a pas fait son travail là-dessus, ils seront obligés de prendre le problème à bras le corps parce qu'une exploitation, c'est un corps de ferme qui généralement appartient à l'agriculteur et c'est mieux. C'est du matériel qui est en leasing parfois, mais voilà. Mais après, le foncier, un agriculteur ne peut pas travailler sans foncier. Et je trouve qu'aujourd'hui, les petits propriétaires terriens sont malmenés, sont peu considérés. Alors, à cause sûrement du retour sur investissement qui est faible dans le monde agricole, mais on voit que le monde agricole est prêt à acheter des tracteurs à 200 000, 300 000 euros, 400 000 euros le tracteur, et n'est pas prêt à donner 50 euros de plus de fermage aux propriétaires. Donc, à force de tirer sur la corde, il va y avoir des problèmes. Mais il y a une question que je me suis toujours posée, je n'ai absolument pas les réponses, puis je n'ai pas fait les recherches nécessaires. Mais tous ces syndicalistes, effectivement, qui disent qu'il faut maintenir le prix du foncier bas, c'est une des grandes revendications des affaires, qui est encore un autre débat, mais bon, admettons. Ils ne se demandent pas comment font les autres pays européens où ils ont des terres qui valent 3 ou 4 fois plus, 10 fois plus cher. Moi, je suis nordique, hein, comme vous le savez. Bah, on a les Belges, évidemment, qui arrivent dans le Nord et le Pas-de-Calais depuis fort longtemps, hein. Beaucoup d'agriculteurs de l'Oise, même, hein, sont d'origine belge et hollandaise, c'est pas un scoop. Non. Bah, ils ont des terres à 50 000 euros l'hectare sur la région de Boulogne-sur-Mer. Comment ils font ces gens-là pour se nourrir, les Belges? Ils crèvent pas de faim, les Belges et les Hollandais, pour autant que je sache. Donc il y a un truc qui va pas dans le système. Je dis pas que c'est bien dans l'absolu, Non, si vous non, voulez. non. Mais on devrait se poser la question intellectuellement quand même, mathématiquement même, carrément. Il faut trouver une solution de portage de foncier qui soit acceptable, qu'il y ait un retour sur investissement sur les propriétaires. Et puis, sur la chaîne de valeur, je vous dis, j'ai parlé des marchands de matériel, hein, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui profitent bien de l'évolution du monde agricole et qui n'apportent pas forcément de solution, hein, alors que les propriétaires, ils sont indispensables. Sans le foncier, vous n'avez pas d'acte de production. Et plupart du temps, ça moi je le vis depuis toujours, hein, forcément, les rapports entre propriétaires et locataires sont très bons Oui, individuellement. Il y a oui, des situations qui s'exaspèrent dans certains coins, etc. Naturellement, c'est inévitable. Et puis des caractères, des vieilles histoires de famille en général. Bon, voilà. oui. Mais en général, les rapports sont excellents. Les propriétaires aiment bien leurs fermiers. En Et général, les oui. fermiers sont plutôt bien intentionnés avec les bailleurs. Mais il y a une situation de blocage politique et affectif qui fait que, en fin de compte, pour les exploitants, tout ce qu'on donne aux fonciers, on ne le donne pas à l'exploitation en elle-même, financièrement, j'entends, hein. Oui, Oui, mais en même temps, ils ne pensent qu'à une chose, c'est à investir eux-mêmes. Je gérais 130 hectares chez moi, là, à côté de Beauvais, le Norail, loué par une famille d'Allemands qui avait hérité de leurs parents, de leur père en l'occurrence, et qui m'avait mandaté comme gestionnaire. Enfin, tout ça tout à fait normal. L'exploitant qui cultive plus que ça, c'était sa vie, cette exploitation. C'est toujours sa vie. Donc, moi, j'ai géré ça pendant 12 ou 15 ans, quoi. Ils viennent d'acheter. Mais ça m'a fait plaisir pour eux, les locataires, d'acheter. Ils sont arrivés au but de leur vie, si vous voulez. voilà, Beaucoup de voilà. bâtiments, etc., tout ce qu'on veut. Ils sont très largement capables de gérer tout ça très bien et tout, il n'y a aucun souci. Mais ils ont réussi à racheter ces 130 hectares qu'ils cultivaient depuis ces 40 ans. Et c'était un bonheur absolu pour eux. Et ça, c'est complètement en contradiction. Alors, ça m'a presque ému, si vous voulez, je trouve ça très sympathique. Mais c'est complètement en contradiction. Tout le monde était content, tout va bien, etc. Mais c'est complètement en contradiction avec le fait qu'il faille du portage foncier. C'est tout mélangé, tout ça. Oui, Vous voyez? oui, oui. Alors, vous me disiez, alors, puisque vous me posiez la question des mots, le problème, il y a beaucoup de ces GFA, dits investisseurs, hein, comme on les appelle, qui sont vendus par des structures privées, puis c'est toujours deux, trois malins, quoi. On dit, Oui, tiens, oui. sont en viticole, hein, objectivement. On ne se bat pas pour les prairies du Gers, mais c'est plutôt la viticulture, bien évidemment. Alors, ils vont plus souvent dans le sud-est parce que c'est quand même plus abordable que la Bourgogne ou le cœur où l'était jusqu'à maintenant le cœur du Bordelais. Mais bref, ou en Champagne, parce que la Champagne, ça évoque toujours des fantasmes. Mais si vous voulez, alors, très bien, ils font des baux de 30 ans. On va reprendre 3 minutes parce qu'on est bientôt fini, sur les différentes catégories de baux. En général, ils font des baux de 30 ans, baux dits à préavis constant. Oui, C'est-à-dire qu'on peut donner congé 4 ans avant, avec ces caractéristiques que si vous loupez, par exemple, l'échéance étant du bail est en 2030, si vous loupez 2026, bah, vous pouvez le faire en 2027. Simplement, l'échéance, ça ne sera pas 2030, mais 2031. Vous voyez ce que c'est l'effet du congé qui court après la date à laquelle vous l'avez donné, plutôt que l'inverse, ce qui fait se situer en rétropédalage, si j'ose dire. Très bien.
tout le monde, tout va bien, tout se passe bien, etc. Il y en a d'autres qui incluent aussi des clauses d'option ou d'obligation par le fermier au bout de 5 ans, 10 ans, etc. Oui, oui. Admettons. Moi, je ne suis pas d'accord pour des raisons juridiques, mais admettons. Bon, encore une fois, l'intention des deux côtés est bonne, c'est pas C'est un problème. ça, c'est ça. Mais on arrive au bout des 5 ou 10 ans. On est au pied du mur, le fermier doit racheter au moins une partie des terres. Alors, premièrement, s'il rachète la majorité des parts sociales, il décide de tout, puisqu'il tient la société et la structure foncière. Donc, il décide comme fermier, il décide comme propriétaire. Situation malsaine au possible, voilà, au moindre conflit, même léger. Deuxièmement, il est de bonne foi et il veut racheter parce que c'était son projet, etc. Mais il n'a pas les sous. On fait comment? Il fait comment? Il n'a pas le moyen d'emprunter. Mais non, Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu acheter il y a 5 ans avant. Pourquoi d'un seul coup 5 ans? mais Surtout non, dans l'agriculture. mais Ça non. va s'améliorer, à moins d'un coup hasard familial, un héritage, que sais-je. Mais disons, si vous voulez, sur le plan du principe, il fait comment? On est bloqué. Si vous Donc, si vous voulez, voulez, ces GFA-là ne portent pas en eux la solution. si vous voulez, L'ambition- non, 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 je sais bien, hein, le GFA, non, non, ne porte pas. Si vous voulez, le problème, c'est que sur 100 euros de matière première TTC, il revient 4,50 € en moyenne à l'agriculteur. Et tant que cette chaîne de valeur, avec le machinisme agricole, avec les marchands d'aliments, avec tout ce qui tourne autour du monde agricole, tant que la clé de répartition, elle est comme ça, on voit aujourd'hui que finalement, c'est le propriétaire, l'exploitant bien sûr, mais le propriétaire qui est le plus pénalisé dans cette chaîne. Parce que Ah bah oui, les gens qui veulent investir, on entend souvent les gens dire qu'ils veulent investir dans le logement. Hein, ils placent l'argent dans, c'est sûr. dans, dans, dans Oui, des oui, c'est sûr. appartements à Nantes, à Paris ou à Marseille. Mais Tout à si vous fait. leur dites d'acheter 200 hectares de foncier, ils vont tout de suite faire le calcul. C'est quoi le retour sur investissement? Ils vont voir qu'il est petit. Ensuite, on va leur dire, bah, écoutez, monsieur, une fois que c'est loué ou madame, bah, vous partez, vous louez à Dupont-Durand. S'ils ont des enfants qui reprennent, ils les auront encore dans 100 ans. Ah là, l'investisseur, il se pose des questions. Hein. Tout à fait. Sauf si par le malheur, vous faites un bail au nom d'une société qui sera évidemment cessible. Les parts de société étant cessibles, bah, la société, vous l'avez pour 10 générations. Ah Il n'y a oui, pas de solution d'avenir patrimonial pour le propriétaire dans ces conditions-là. voilà. Et Donc, comme vous dites, on investit dans un appartement, bah, vous le louez, vous le vendez quand vous avez besoin de sous, ou que vous avez d'autres projets, tout simplement. Même si ça prend un peu de temps, vous êtes sûr de finir par régler le problème. Là, il n'y a aucune certitude sur le règlement du problème, sur la sortie de l'investissement, quoi. C'est ça le problème. donc, c'est quelque chose qui va poser problème, qui pose déjà problème et qui va poser problème rapidement. Il y a 2 500 000 hectares en friche aujourd'hui en France pour Ah, de tant que ça. causes de non-rentabilité. Il y a bien des propriétaires sur ces terres-là. Ceux-là, ils touchent plus de fermage. Hein. Ah bah sûrement. Remarquez à Bordeaux, moi quand je suis exploitante à Bordeaux, à Saint-Émilion, par les hasards d'un de ces GFA justement, pour lesquels j'avais donné congé, évidemment avec l'accord de l'Assemblée générale, puisque je suis gérante professionnelle, je ne suis pas associée, et j'ai donné congé, les termes du bail étaient au 31 décembre 2020. Je me suis fait autoriser par l'Assemblée générale de 2016, forcément, on fait les 4 ans avant. Bon. Avec un rapport d'expertise de 2020, un rapport d'expertise hyper sérieux, d'un expert judiciaire, peut-être à l'ami proche de Bordeaux, aucun problème. Seulement, il m'avait évalué la propriété entre 1,5 million et 1,8 million. Je donne congé pour le 31 décembre 2020. Le fermier, qui est un grand nom de Bordeaux, n'en veut pas pour X ou Y raison, enfin peu importe, on s'en fout. Enfin, tout ça dans de bonnes conditions, il n'y a pas eu de Oui. bagarre. Le 1er janvier 2021, je me retrouve avec les terres sur les bras. Eh ben Et je les voilà. ai et je les ai toujours. Et Oui. il n'y a pas je n'ai pas pu vendre quoi que ce soit. Je peux pas à peine vendre du vin et j'en traite pratiquement pas. Heureusement, je connais plein de monde là-bas, donc j'ai un ami qui me fait des travaux, mais qui commence à en avoir marre de faire la trésorerie parce que je rentre pas un sou pour lui payer ses travaux. Enfin, une histoire de fou. Et il y a des associés qui m'agressent, qui m'insultent, mais carrément, hein, qui me menacent. Ils ne comprennent pas la situation. On leur a vendu ce GFA, dit investisseur, c'est la BNP qui leur a vendu. Alors beaucoup moins cher qu'1,5 million sur la partie globale. Mais il y a 35 ans, leur est monté complètement à la cervelle d'un coup. Elle a flambé l'euphorie sur Saint-Émilion. Vous savez que le patrimoine mondial de l'UNESCO, Saint-Émilion, tout. Oui. Oui, donc quoi, tout le monde s'est foutu sur la figure à Saint-Émilion avec les appellations. Enfin, il y a toujours des procès, des détournements, des trucs, est-ce qu'on peut plus finir? C'est vrai que c'est joli, Saint-Émilion, c'est super, mais bon. Et donc, ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui, bah, je leur dis, les trucs, ça vaut zéro. Une associée qui me poursuit, qui me persécute sans arrêt, m'envoie depuis que je suis pratiquement que je suis désigné, ça fait 14 ans quand même que je suis, 15 ans bien sûr que je gère ça, me dit, il faut en finir. Ah ben, si vous voulez, madame, allez-y, je vous en prie. J'ai personne pour acheter le vin et personne pour acheter
pour acheter les terres et la maison. Je viens de faire une tentative désespérée auprès de la communauté de communes du Grand Saint-Émilionnais, avec le soutien d'Amer du Patelin dans lequel se situent les terres, Saint-Pédard-Mince en l'occurrence, pour essayer de vendre au moins la maison, puis 4-5 000 mètres carrés autour. Mais la maison est très mal foutue, comme ces trucs-là. Enfin, quand on connaît la région, c'est épouvantable. Donc, si vous voulez, j'essaye de tout faire, mais il n'y a pas personne dans la. Et les associés, bon, ça suffit, hein, voilà, il faut y arriver. On fait quoi dans ces De situations-là? toute façon, dans les grandes exploitations dans d'autres pays où ils ont acquéri du foncier pour mettre des outils de production, c'est pas sur le foncier qu'ils gagnent de l'argent, ils ont besoin du foncier parce que c'est l'outil pour produire. Après, ils ont fait des immenses exploitations où ils ont des salariés payés au lance-pierre, 300-400 € par mois. Donc, ils optimisent la production, ils font des gains de productivité énormes sur des sites très concentrés, mais c'est pas le foncier qui leur rapporte à ces sociétés d'investissement-là, c'est qu'il utilise des travailleurs qui vont sortir des millions de litres ou des centaines de mille animaux. C'est là qu'ils font leur profit, mais c'est pas avec le foncier. Oui, donc c'est encore une fois, le problème est complètement décalé. Non, non, il y a besoin d'un éclair. Mais au moins, c'est un modèle que ce que vous décrivez que je ne soutiens absolument pas. Vous devez vous Non, en ben douter. non, bien sûr que non. Voilà. Mais en tout cas, bon, en tout cas, il est cohérent. C'est tout ce qu'on peut dire. Et Oui. chez nous, ça n'est pas cohérent. Il n'y a rien de cohérent. Et moi, je vous dis, je l'ai vécu de l'intérieur, hein. J'ai assisté à je ne sais pas combien de réunions d'arbitrage, tout ce qu'on veut au sein de la FNSA pendant 30 ans. Et c'est là que ça se situe, puisqu'ils accaparent complètement le sujet. Et les deux autres syndicats ne se posent aucune question et n'interviennent absolument pas sur ces problèmes de propriété et de foncier. Absolument pas. Non. Donc il y a un non-débat. Le ministère de l'Agriculture s'empresse de foutre ça sous le tapis, comme la plupart des autres sujets qui posent problème. Donc on est dans la mouise, hein. On est Oui. vraiment dans la mouise et je dois être la personne qui a le plus surveillé les sujets depuis 50 ans, pratiquement, oui, 45 ans au moins. Et je vois pas les solutions. Non seulement je vois pas les solutions, mais je vois pas que ça évolue dans le bon sens depuis Parce 45 que ans. quand dans les études économiques, on nous parlait souvent de cheptel vif, cheptel mort, cheptel vif, les animaux, pour ceux qui ont des animaux, cheptel mort, le matériel, et puis après il y a les bâtiments, hein, les gens ont des corps de ferme, même les viticulteurs, ils ont des bâtiments, et le foncier, bah, les bâtiments, vous faites un bâtiment aujourd'hui, vous avez vu le coût de la construction, comment ça a explosé, vous prenez le coût du matériel, vous prenez le prix d'un tracteur en 1970, 500 chevaux, et le même aujourd'hui, bah, tout a explosé. Mais le foncier, regardez, hein, ça se balade de 70 €. Je vais vous dire déjà, entre 70 € et 150 € de l'hectare, vous allez couvrir une grande partie de la France en fermage. Oui, c'est ça, oui, pas partie sud en fin de compte. Oui, voilà. Oui. Pour moi, on ne sépare pas assez, alors c'est mon côté régionaliste sans doute qui ressort, on ne sépare pas assez les régions sur ce sujet. Oui. Sur le plan financier, bien sûr, déjà, le prix des terres, entre 2 000 et 20 000 €, c'est pas tout à fait la même chose, Non. mais aussi dans les rapports humains qu'il y a sur ce problème de foncier. Comme j'essaie, en caricaturant un peu, hein. Alors je une zone que je ne serais pas capable de déterminer, mais globalement le Sud, les propriétaires sont des petits propriétaires qui ont Oui. hérité, qui ont investi, l'histoire de familiale, voilà, qui ont 7-10 hectares. J'ai jamais regardé les chiffres, hein, c'est mon ressenti personnel. 7-10 hectares. Des gens qui ne se connaissent pas, il y a historiquement la famille de propriétaires et historiquement la famille de fermiers. Très bien. Ça se passe bien jusqu'au moment où on est dans des crises comme maintenant. Et dans le Nord, enfin dans le Nord, au sens large du thème, Oui, bassin oui. parisien jusqu'à la Belgique, ce sont les mêmes. C'est-à-dire que les fermiers et les bailleurs, c'est la même famille. C'est généralement le cousin, les mêmes héritages qui ont été divisés. Donc il y a une partie agressive, haineuse, jalouse, et puis en plus ça rapporte beaucoup de sous et ça vaut très cher. Oui, Chez moi, hein, pour simplifier, oui, oui, dans c'est le vrai. qu'il n'y a pas dans le Sud. Non. Vous voyez, c'est tout à fait différent comme rapport. J'ai eu, évidemment, quand je plaidais, beaucoup de procédures de propriétaires contre locataires, etc. Mais c'est le même milieu social. Il y a pas le marquis d'un côté et le Non. seigneur Non. de l'autre, si vous voulez. Ce sont des cousins. Ils revendiquent autour de ça des bagarres entre la succession de la grand-mère. Ils n'ont pas pu avoir pour leur père tous les terres qu'ils voulaient. Ils ont dû en laisser aux cousins, etc. Donc, au bout du bail, bah, paf, ils essayent de reprendre. Vous voyez, bon. Et ça, c'est complètement différent comme ambiance. Ah bah Complètement. totalement, totalement, C'est pas mieux ni totalement. l'un ni l'autre, mais c'est différent. Non, non. Ceci étant, c'est un débat qui sera obligé d'être ouvert parce que ça posera des problèmes pour les jeunes qui vont vouloir s'installer demain. Le foncier est indispensable et si ce problème-là, il n'est pas appréhendé, il y aura de gros, gros problèmes. Hmm. Ben oui, monsieur Grégoire, mais il faudrait, je pense, dans la mentalité française,
rendre la place légitime moralement, mais surtout justifiable économiquement à ce qu'est le foncier dans notre activité. Parce qu'à partir du moment où on aura redéfini ça, quelle est l'importance, quelle n'est pas l'importance, combien ça rapporte, combien ça rapporte pas. Les règles de droit, elles suivront toujours des juristes pour Oui, arriver à oui, rédiger un truc, il y en a quand même des centaines, heureusement. Donc, si vous voulez, le problème, ce qui manque, encore une fois, j'ai malheureusement, vu mon âge, une très longue pratique, c'est la conception de ce à quoi on est le foncier. Le foncier agricole, c'est tout à la fois. C'est l'investissement du levier, comme je me rappelais pour mes agriculteurs de Noailles, et tout ça, dans un bon contexte. Là, tout le monde s'entend bien, ça s'est très bien passé, pas de problème. Donc, à imaginer dans un mauvais contexte. Bon, euh, l'investissement d'une vie, et ça, j'accuse toujours la Révolution française, qui a mis parfaitement légitime, encore une fois, c'est pas parce que je suis une vieille aristodécatie que je suis contre la Révolution française, qui a mis comme priorité le droit à la propriété privée et l'aspiration bien légitime, bien humaine à chacun d'être propriétaire de chez soi, si vous voulez. Mais ça va d'acheter sa petite maison dans la campagne, voire sa résidence secondaire, à devenir propriétaire d'une ferme de 200 hectares. C'est pas tout à fait la même chose au ah niveau de non, la maison, c'est pour vous sécuriser, ça, oui, bon, investir, mettre les cartes que vous voulez, enfin voilà, être chez soi. C'est une chose. Mais on n'a pas su déconnecter. Et pour moi, si vous voulez, quand je vois les fermiers réagir viscéralement pour devenir propriétaires, ne serait-ce que de 3 ou 4 hectares, hein, oui, dans les successions, j'ai entendu des gens à moitié à l'agonie dire Madame Jacou, il m'a pris un hectare, alors qu'ils en ont hérité de 200 à côté, si vous voulez. Mais ça leur arrache les tripes de perdre un hectare. Bon. On n'a pas su faire on a transféré ce besoin de propriété, cet affectif sur la propriété privée. Alors, c'est l'histoire de mes grands-parents, c'est qu'ils en entendent oui. tout. On a transféré cet affectif d'inspiration légitime à la propriété privée. Moi-même, je suis propriétaire et j'en suis ravi. J'ai hérité une maison de mes parents, j'en suis ravi, bien entendu. Ça est évident, comme tout le monde. On n'a pas su le transférer en termes d'outils économiques. C'est Donc, tout ça. ça s'est mélangé dans la tête des gens dans les raisonneurs syndicaux qui réfléchissent pas plus que ça, c'est ma qu'on Non. puisse dire, bon, parce que c'est tellement pénible, difficile à affronter, il faudra tellement trancher dans le vif si on veut arriver à quelque chose que personne n'a le courage de s'y coller. Ah non, non, non. Il y a beaucoup d'affections familiales et vous avez des gens qui, quand les prix montent, ils sont prêts à se sacrifier, même à manger des patates pendant 20 ans pour pas que le voisin ait la parcelle. Voilà. Mais oui, mais oui, mais oui, oui. Voilà. Il y a aucune notion économique. C'est du combat. Absolument, Hein, absolument, beaucoup. absolument. C'est ce que appelle un de mes copains du combat et des discours agricolo-agricoles. Oui, ça, c'est pour être dans l'agricole, on est dans l'agricole, c'est sûr. Mais ça n'a pas été géré, parce qu'encore une fois, la Révolution, plus la Seconde Guerre, la première, évidemment, qui a tout détruit, plus la Seconde Guerre mondiale, et le besoin de reconstruire tout ça, eh bien, les gens se sont accrochés à des aspirations, encore une fois, complètement légitimes. Mais C'est en ça. contradiction, le garagiste, il rêve pas de devenir propriétaire des locaux de son garage, si vous voulez. Tout ce qu'il veut, c'est que son garage tourne bien, il se fout de payer un loyer. C'est pas, ça n'a rien à voir, quoi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais les mentalités agricoles ne sont pas du tout les mêmes que dans les autres secteurs d'activité. Oui, mais alors faire comprendre ça aux politiques, Là, il y en a pour un moment. oui, je crois que je serais morte d'avant en ce qui me concerne. Bon, ben, Bon, je vous remercie cela dit, bon, beaucoup. il faudra qu'on reparle de vraiment ce qu'est le statut du fermage au sens Oui, régulier. on refera une autre émission. Parce que là, on est parti sur le financement du foncier. Non, mais c'est Et, pas grave, c'est pas grave. On refera. Vaut mieux faire des émissions plus courtes. Je oh, vous c'est sûr. remercie beaucoup et à bientôt. Je vous en prie, bientôt. Au Au revoir. revoir.